Bonjour, bienvenue sur les territoires de Com, une nouvelle émission consacrée à la communication publique et territoriale que vous propose demain ECAPCOM. La fonction communication interne se développe au sein des organismes publics. Longtemps cantonnée à l'accompagnement de la gestion des ressources humaines, la communication interne se structure et étend ses mission. C'est de ce phénomène que nous allons nous entretenir avec nos deux invités, Isabelle Knafou, responsable de la mission communication interne à la ville de Paris, et Jacques Bonnet, qui est professeur en sciences de la communication et en management à AgroSup à Dijon et à l'Université de Bourgogne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Un petit peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons la chronique de Capcom, l'association de la communication publique et territoriale, avec Bernard Deljari. Alors Isabelle Knafou, la communication interne de la ville de Paris a fait un film qui s'appelle Résonance pour valoriser ses agents. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de ce film, l'idée, comment est née l'idée de ce film? L'idée est très simple, elle est même récurrente puisqu'elle est annuelle, c'est de faire un film pour valoriser les agents, film qui est diffusé lors des vœux du maire de Paris à ses personnels, et on a pour coutume d'introduire cette séance d'un film. Donc jusque-là, c'est une idée qui était ancienne. Idée, on va dire, tout à fait traditionnelle. La petite nouveauté qu'on a introduite, elle était double. Elle était d'abord de faire un film un petit peu plus ambitieux que d'habitude, parce que d'habitude, ils étaient thématiques, donc assez on va dire, segmentant et sur des populations particulières. Là, on voulait tout montrer. Donc c'était beaucoup plus ambitieux. On voulait rappeler en fait l'ensemble des missions, l'ensemble des services qui œuvrent au service des Parisiens. Et d'emblée, la deuxième dimension, on s'est dit on va faire un film interne-externe. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer évidemment à l'occasion des vœux, mais aussi à l'externe, une manière de montrer aux Parisiens à quoi servent ces agents qui les servent au quotidien et leur rappeler quelles sont les missions. Là, on s'adresse aux contribuables, on s'adresse aux citoyens et on essaye de... et voilà. Et donc, par cette double dimension interne-externe, on valorise les agents en racontant aux Parisiens tout ce qu'ils font. Alors, double cible, communication interne et externe. En communication, on a tendance à dire un message, une cible. Qu'est-ce qu'en pense l'expert Jacques Bonnet ? Je crois qu'il y a un défi très intéressant à travers ce film Résonance. On tente de soutenir, de développer le sentiment d'appartenance, et je dirais au-delà, la fierté d'appartenance. On la met en scène. Et c'est peut-être aussi un des objectifs clés de la communication interne, c'est de mettre en scène des éléments de vie sociale, des éléments de coopération, des éléments d'échange qui, dans le passé, ont pu être un petit peu négligés. Mais nous y reviendrons peut-être. Et puis, j'ai envie de dire que ce film-là joue habilement sur des valeurs. Et ça, c'est quelque chose de complexe en communication. Travailler sur et avec des valeurs, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur, finalement ? Par valeur, c'est ce qui compte pour les individus ou les groupes, c'est ce qui est prioritaire. Parfois, quand nous conduisons des entretiens dans des phases de diagnostic, par exemple, il nous arrive de demander à des populations dans un quartier, mais si demain un cataclysme devait tout emporter, qu'est-ce que vous souhaiteriez qui reste absolument et qui survive à votre quartier, à votre commune, à votre région ? Et là, on voit apparaître les valeurs, c'est ce qui est prioritaire. Mais là, on a des valeurs affichées, clairement. On a des valeurs de solidarité, on a des valeurs de service qui est clairement décliné en termes de capacité à procurer de meilleures conditions d'existence, de bien-être, de services de proximité, etc. On a également des valeurs d'équité qui apparaissent, toute une déclinaison des valeurs de professionnalisme aussi, des valeurs de technicité de métier qui viennent valoriser les agents. C'est difficile de travailler avec les valeurs, mais c'est d'autant plus important qu'ici c'est bien mis en scène. Encore une fois, comme on l'a dit dans une autre émission, ici on a un récit, on a une trame narrative qui est bien construite. Et puis, autre aspect que je voudrais souligner, c'est combien ce travail sur la communication à partir de valeurs, combien c'est constitutif aussi de toute dynamique de projets d'établissement, de projets d'organisme, de projets d'entreprise. Je dirais que c'est presque un facteur clé à analyser en termes de diagnostic et à projeter en termes de stratégie lorsqu'on veut élaborer effectivement une vision politique, une vision stratégique de la communication et sa déclinaison. En tout cas, dernier commentaire sur ce point, c'est que là nous avons une magnifique illustration du lien incontestable entre communication interne et communication externe.
Clairement, ce qui se passe à l'interne d'une organisation a des effets sur son image à l'externe. Et clairement, ce qui se passe à l'externe a des effets à l'interne en termes de fierté d'appartenance. Vous rentrez dans le vif du sujet tout de suite, c'est très riche, effectivement. Alors, pour revenir à votre question d'origine, la cible première, c'était quand même l'interne, avec cet effet miroir. Mais enfin, si en même temps on peut éduquer les Parisiens et surtout leur donner plus de... Enfin, voilà, on a un devoir de transparence envers les Parisiens. Et a priori, qui mieux que des agents sont en capacité d'expliquer à quoi servent les impôts de ces contribuables, à quoi, et puis surtout comment, effectivement, à partir de quelles valeurs ils portent le service public. Et personne n'est mieux placé que ces agents pour raconter ce qu'est le service public, parfois même pour le défendre quand c'est nécessaire. Alors certainement parce que les valeurs défendues à la ville de Paris sont nombreuses, mais comme dans toutes les autres collectivités territoriales, et aussi certainement parce que le nombre d'agents à Paris est également important. Le film est assez long, il fait 9 minutes, on ne peut pas vous en diffuser l'intégralité, mais je vous propose donc de regarder un extrait de ce film intitulé « Résonance ». Mon métier en un mot. Et nous sommes 45 000 personnes à travailler pour la mairie de Paris. La rapidité, la réactivité. L'espace public. Communiquer. Devenir. Donner du conseil. Orienter. L'aspect des objectifs et des contraintes aussi, surtout. Franchement, il y a tellement de mots dans... Veiller, ouais. Sourire. Créer. Créativité. Le mot passion. Être agréable. Satisfaire. Rassurer. Créer, étonner. Accueil. Réussite. Lier et relier. Conscience. Il y a quelque chose qui nous est commun, qui forme une collectivité, une famille. Alors parfois c'est un peu compliqué et parfois c'est pas forcément, ça se passe pas forcément bien. C'est pas toujours agréable les réunions, on s'oppose, on s'écharpe, on n'est pas d'accord. Dans une famille, il y a parfois des disputes, il y a des différences. Un service public ne peut pas fonctionner sans règles. On fait coïncider la règle et la nécessité. C'est de faire en sorte que tous les gens communiquent ensemble Tout type de gens. à travers un réseau interne Mairie de Paris. Pour effectivement une réunion de travail, un entretien. Il faut faire. Faire que les Parisiens soient heureux d'être à Paris. Il faut mener à bien des projets. On arrive toujours à trouver des solutions ensemble. Pour que Paris soit une belle ville. Servir au mieux les usagers. Solidaire par rapport aux usagers, par rapport à l'équipe. Au service des Parisiens. Une main tendue vers les administrés, vers les usagers. Alors ça saute aux yeux et aux oreilles, ce film est très travaillé, il est très esthétisant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment il a été réalisé, qu'on rentre un peu dans les coulisses de la fabrication du film? Oui, alors c'est une proposition de notre prestataire avec qui on a conçu ce film et dont l'idée originale vient d'eux, et en particulier du réalisateur qui s'appelle Pascal Gadot. Donc l'agence qui nous a accompagnés, c'est We Agency, c'est une agence parisienne. Ils sont donc venus avec ce projet de bande sonore, c'est-à-dire en nous disant on va d'abord construire une bande son avec des voix mêlées, sur la base d'un panel d'agents que vous allez choisir. On va construire cette bande son entre voix et musique, et on va la faire de bout en bout, et vous allez valider cette étape-là. Et puis après, on s'occupera des images. Et donc ça, c'était l'idée assez géniale, je peux d'autant plus le dire qu'elle n'est pas de moi, et vraiment qui remplissait notre cahier des charges parfaitement, et voire même qui le transcendait, à la fois parce qu'il donne cette image du collectif à travers ses voix mêlées, à laquelle évidemment on était très attachés. En plus, d'un point de vue purement technique, ça permet de faire des auditions d'agents en tête-à-tête, donc entre le réalisateur, accompagné d'ailleurs du musicien, et l'agent, sans la pression de la caméra. Donc vraiment, on est dans une parole sincère est possible. Plus libre. Beaucoup plus libre. Alors un peu décontenançant aussi parce qu'il posait des questions très particulières, parce que l'idée c'était quand même d'avoir une certaine rythmique. Donc il posait aussi des questions sous forme de portrait chinois, des questions un peu... et puis d'autres moments où les gens pouvaient plus librement s'exprimer, mais parfois on leur dit non, en un mot, qu'est-ce que vous avez à dire
comme la jeune fille dit, mon métier en un mot, quand on C'est n'a pas pas possible. préparé le truc, c'est un peu déroutant. Mais ça aussi, c'était une manière, chaque entretien durait 2 heures, donc on avait le temps aussi finalement de se mettre à l'aise. Et même la déstabilisation du début faisait partie un peu de l'aventure. Donc c'était très très intéressant à ce niveau-là. Voilà, donc il y avait cette première étape qui jouait le collectif, la sincérité, la parole libre. Et puis d'un autre côté, les images. Alors je ne sais plus combien il y a de plans dans ce film, mais Il y en a énormément, hein, ça va très vite. C'est absolument incroyable. On a utilisé notre banque d'images en fait externe. Et donc ils ont dérushé pendant des heures et des heures sur une liste de sujets. Vraiment, ça permettait d'aborder tout. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et puis, on est allé également filmer, parmi les 26 agents qu'on a interviewés, certains d'entre eux, pour avoir, que ce ne soit pas trop déconnecté non plus entre le son et l'image. Mais voilà, ça permettait ça, d'avoir toute la variété de nos missions et de nos métiers représentés. Évidemment, pas de manière exhaustive, on a 300 métiers, bon, voilà, c'est pas possible, mais quand même de montrer beaucoup de facettes de notre activité municipale et de conseil général. Pourquoi au départ, vous avez voulu faire un film esthétisant ? Précisément, c'était un peu la nouveauté, c'était la vidéo, c'est du cinéma, faisons du cinéma. Donc ça, c'était dans le brief. Il y avait 2 choses dans le brief. Il y avait le caractère interne-externe, donc il fallait que ça parle à tout le monde. Et en même temps, il fallait que ce soit beau et que ce soit... ça suscite une émotion. Le cinéma, ça suscite une émotion. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, c'est la même chose. Et que la forme l'emporte presque sur le fond, ou en tout cas soit rééquilibrée. Puisqu'en com interne, on est des gens très sérieux, donc on fait toujours des... Voilà, le fond l'emporte beaucoup, surtout qu'il ne faut pas se tromper. Dès que c'est des questions RH, on fait très attention. Jamais un mot plus haut que l'autre. Tout ça doit être extrêmement calibré, maîtrisé. Là, c'était, allez, on ouvre un peu les vannes, on se fait plaisir, et puis d'utiliser Paris, ce qu'on ne fait strictement jamais. C'est-à-dire que les images de Paris, ça sert pour faire des films à l'international, pour valoriser la culture, l'économie, la ville patrimoniale. Mais à l'interne, on pourrait être au fin fond de la Creuse, ça serait pareil. Enfin, je veux dire, on ne profite pas de cette ressource esthétique qui est quand même... importante. Voilà, c'est conséquente. Et du coup, c'est une manière aussi de valoriser les agents, de dire on travaille pour cette ville qui n'est pas banale. Et les agents le savent très bien, ils ne sont pas très nombreux à y habiter. Et donc, ils voient bien la différence. Mais ils sont très heureux de travailler pour la capitale de la France, évidemment. Alors, Jacques, quel regard porte l'expert sur ce film ? Tout d'abord, je dirais qu'on a presque envie de remercier Emmanuel Kant, parce qu'ici, on a le discours et la méthode en même temps. C'est quand même formidable. Du côté du discours, en termes de cohérence, effectivement, il y a une grande cohérence, il y a une grande convergence dans les témoignages qui sont fournis. Il y a cette dimension testimoniale qu'on évoque souvent de la communication, cette capacité à faire témoignage des activités, parce qu'effectivement, vous avez raison, qui connaît mieux l'activité que ceux qui la font. Et quand on voit toutes ces images, je dirais, à forte charge émotionnelle, qui sont porteuses d'une promesse forte d'identification en même temps pour les agents. On peut s'y reconnaître, on peut s'y retrouver. Je pense que si on fait des enquêtes, on ne sera pas déçu de ce côté-là, des enquêtes d'impact. Donc il y a cette dimension de cohérence dans les discours, dans leur mode d'intervention. Et cela est très bien effectivement ponctué par des incrustations plus factuelles qui viennent donner des éléments sur le nombre d'agents ou le nombre d'ouvertures de structures, tout ça. Et puis effectivement, cette ponctuation offerte par la voix du maire de Paris qui, avec cette tonalité particulière, cette tonalité sensible au sens positif du terme, vient nous rappeler de temps en temps des principes fondamentaux guidant la vision politique. Et c'est peut-être ça aussi, cette affaire de sens qu'on évoquait dans une autre émission, c'est donner un horizon, c'est donner une perspective. Et là, dans ces quelques mots simples, prononcer des mots de communauté, de lien social, de solidarité, de travailler ensemble, ça trace des perspectives. Alors on verra tout à l'heure peut-être, forcément ça rencontre des limites comme tout message, mais en tout cas ça montre bien qu'un des points clés pour nous doit être de veiller à cette cohérence du discours. Et puis il y a l'aspect méthode, parce que effectivement, vous l'évoquiez, je dirais rapidement que je ne reviendrai rapidement que sur un point, c'est en consultant les personnels eux-mêmes, je veux dire en faisant en sorte qu'ils entrent sur la scène de la communication, en quittant la logique classique où le personnel était très spectateur de ce qui se passait dans sa collectivité ou son entreprise. Là, non seulement ils deviennent acteurs, ils deviennent auteurs, on va jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent part, ils prennent des rôles, et que de ce point de vue-là, c'est évidemment gratifiant, c'est évidemment valorisant pour leur place, leur rôle, et c'est très identificateur pour eux.
Est-ce que c'est commun d'avoir des actions de communication en communication interne aussi, excusez-moi le terme, aussi léchées? Cela devient moins rare, heureusement. De manière générale, on fait rarement des choses aussi léchées. Je dirais malheureusement. Vraiment, je reviens sur cette idée effectivement de fond et de forme. Je pense qu'on ne peut pas laisser le monopole de la beauté et de la qualité à la com externe. Ça n'a absolument aucun sens. On commence par balayer devant sa porte et puis après, on sort. Donc c'est même l'inverse. On doit. C'est une question de respect. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on fait de la bonne com externe, on doit faire de la bonne com interne. Sinon, les agents, comme n'importe quel salarié, ne comprennent pas pourquoi on lui fait quelque chose au rabais, alors qu'on a les moyens de faire quelque chose de bien pour soit des clients, soit des usagers comme chez nous. Donc, ça me paraît juste une cohérence de base. Effectivement, on répond à des enjeux nouveaux, en tout cas des enjeux qui se sont renouvelés ici. Parce que la communication interne, effectivement, qui a pu être considérée comme un second plan par rapport à la communication externe, parce que la communication externe a été beaucoup portée par la vague d'attrait pour la publicité à partir des années 1980-90. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que finalement, la communication interne est aussi un levier stratégique et technique éminemment important, d'abord pour les entreprises, puisque c'est d'abord venu de là, pour le secteur industriel, et puis aujourd'hui pour les collectivités qui s'en emparent. Elles voient bien là aujourd'hui que jouer sur l'engagement des acteurs, jouer sur les facteurs de motivation, mettre en scène l'appartenance, que ce soit un territoire, mais en tout cas travailler les identités, effectivement, ça renvoie bien à ce principe de base, c'est qu'il y a un rapport étroit entre l'image que les individus se font d'eux-mêmes et puis leur performance technique, leur performance sociale, leur performance de raisonnement, leur performance d'engagement. On a presque envie de dire pourquoi délaisser ce pan si important? Oui, la communication interne, elle est là pour fabriquer du lien, de l'interface, c'est-à-dire de la bonne circulation, du partage d'informations, de la co-construction de décisions, d'évaluation. C'est dans ces moments-là que tout se passe. C'est comme dans l'orchestre, encore une fois. Est-ce que tout le monde joue bien la même partition en même temps, si possible, pour éviter la cacophonie communicationnelle? C'est ça l'enjeu. Alors c'est encore une action de communication interne qui a été primée, qui a obtenu le grand prix de la com organisé donc par Capcom. On est encore sur une tentative de renouveler la cérémonie des vœux. Donc c'est une action qui a été menée par la ville et l'agglomération de Mulhouse. Et pour renouveler cette fameuse cérémonie des vœux, elles ont décidé, la commune et l'agglomération, de faire défiler les agents et de les mettre en valeur à travers leur tenue de travail. Je vous propose de regarder ce que ça donne. Les vœux en interne étaient vraiment sur un schéma très classique et le même depuis des années. On avait effectivement aussi entendu des agents qui étaient qui se sont un peu lassés du déroulement. Et donc on a voulu créer vraiment une rupture et on s'est permis un peu d'innover. On ne manque pas d'idées dans les collectivités, il faut bousculer un peu les habitudes. Et nous avons eu cette idée du défilé des vêtements de travail des agents. Nous avions défini 2 principes. Le premier, c'était avoir une représentation de la diversité de nos agents. Et puis, deuxième principe, c'est que les agents portent les vêtements de leurs collègues et pas leurs vêtements de travail. Notre objectif, c'était de valoriser effectivement les métiers de la collectivité. Pour le défilé en 2012, je portais une tenue de cuisinier de la ville de Mulhouse, ainsi qu'une tenue des ateliers municipaux de la ville de Mulhouse. Je trouvais ça original et puis très convivial, très bien fait aussi, avec beaucoup de professionnalisme. On avait quelqu'un qui nous a expliqué comment défiler, parce qu'on est comme tous des amateurs, et très bien. C'est une forme de vœu qui est quand même beaucoup plus ludique que justement simplement un discours ou alors des photos, ce genre de choses. C'est quelque chose de vivant, ça permet de faire participer les agents justement aux vœux du maire. Alors moi j'avais la tenue d'ATSEM en fait, qui est donc aide maternelle au niveau des écoles. Au départ j'ai ressenti énormément de trac parce qu'il fallait le faire et après un peu de fierté quand même parce que c'était un petit peu un défi entre ma collègue de travail et moi, donc on s'est dit pourquoi pas y aller toutes les deux et puis se soutenir aussi et moralement et psychologiquement parce que c'est pas évident quoi. Je veux dire, on défile quand même devant nos collègues de travail, on ne savait pas trop comment ils allaient réagir non plus. On a été applaudis à plusieurs reprises et pendant le défilé. Et après, la salle était debout et puis voilà. Donc je pense qu'ils ont effectivement énormément apprécié notre travail. Et nous aussi, on les a mis en valeur par rapport aux tenues qu'on portait. Alors en communication interne, depuis 2 ans, on développe 3 axes. On développe la valorisation des métiers et donc des agents qui les exercent.
On travaille aussi beaucoup sur le sentiment d'appartenance. Et puis, nous mettons en avant la transversalité qui est pour nous un gage d'efficience. Souvent, on parle d'une communication extérieure en matière de collectivité locale. Maintenant, la communication interne, ça compte, c'est important, c'est indispensable et ça fait partie intégrante du dialogue social. Autant au niveau de la ville qu'au niveau de l'agglomération, on a une politique et un dialogue social, je crois, qui est fort, qui est présent, qui est un dialogue de proximité. Et dans notre communication interne, mettre à l'honneur les agents et le faire avec eux, à travers ce défilé, c'était quelque chose qui renforce aussi cette politique et cette cohésion interne. Alors pour essayer un peu de récapituler nos échanges, c'est quoi la communication interne? Et je dirais même plus, c'est quoi la bonne communication interne? Bonne, ça va être difficile. Pertinente, qu'est-ce qu'on peut essayer de dire? On peut essayer de dire que c'est celle qui prend en compte tous les types de relations, d'interactions, d'influences internes. Parce qu'on va être amené, en raisonnant comme cela, en raisonnant sur ces influences réciproques entre des métiers, des services différents, des services qu'on dit si souvent cloisonnés dans une institution. Le facteur de décloisonnement, ça intéresse la communication interne. Donc c'est peut-être raisonner certaines transversalités, vous voyez, de ce point de vue-là. Et c'est aussi considérer que tout collectif humain au travail, c'est un système vivant. Ce ne sont pas des récepteurs passifs qu'on a en face de nous. Donc on a besoin de prendre en compte leur mode de perception, ne serait-ce que, pour prendre quelque chose de très basique, quand on adresse une note de service, quand on conduit un entretien d'évaluation ou lorsqu'on conduit une réunion, qu'on veut inviter des collaborateurs à participer à un projet. Et c'est là que se trouve le lien que j'ai nommé tout à l'heure communication managériale. Et ça a d'autres implications, c'est-à-dire que si l'on veut que des messages comme ceux-là trouvent tout leur intérêt et évitent le risque incantatoire, le risque de la surpromesse, le risque de la grand-messe qu'on connaît tous, il faut que ces messages-là soient relayés dans les faits. C'est-à-dire que ça engage des évolutions de pratiques. Et ça, nécessairement, ça implique l'accès à des compétences communicationnelles chez le management supérieur et intermédiaire. La communication interne, elle est un peu à la croisée des chemins. Elle a effectivement cette dimension fonctionnelle, cette dimension politique, et puis elle a une fonction de transversalité entre les ressources humaines et puis l'interne et l'externe. On le voit très bien. Je voudrais simplement témoigner d'un élément de terrain que j'ai pu constater en accompagnant de nombreux projets sur le terrain. Lorsqu'on m'a soumis des projets de communication ou des projets de développement, j'ai toujours trouvé, alors que parfois on m'annonçait directement, uniquement un volet externe, j'ai toujours trouvé des problématiques internes qui étaient en jeu, en termes d'adhésion, en termes de compréhension, en termes d'information parfois tout simplement, en termes d'appropriation, en termes d'accompagnement du changement, et vous le disiez très bien, ce qui est absolument fondamental. Et là, on est sur des enjeux clés, parce que ce qui a fondamentalement bougé, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution des organisations qui se sont complexifiées, c'est le travail lui-même, dont la nature a changé. Et bon, je suis parfois amené à dire que je ferai le constat que dans un bon nombre d'organisations aujourd'hui, si on a des outils technologiques qui sont magnifiques en termes d'information et de communication, je ne suis pas sûr que l'on communique mieux pour autant quand on s'envoie à longueur de journée des mails à 2,50 m derrière la cloison. Et troisièmement, ça signifie que se pose aussi pour nous clairement la question des formes de médiation, de négociation, des formes d'échange dans le quotidien, dans ce management de proximité dont vous parliez à l'instant. Donc c'est bien cette vision globale qu'il faut avoir de la communication interne, et non pas comme un élément de plus ou une pièce supplémentaire d'un puzzle qui pourrait apparaître très compliqué. Alors vraiment, là aussi en quelques mots, mais c'est vrai que c'est des questions qui demandent des développements. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la communication interne reste le parent pauvre de la communication, ou on a dépassé ce stade-là? Je crains qu'on ne l'ait pas totalement dépassé, que effectivement c'est sans doute moins gratifiant d'être dans un service de communication interne, parce qu'on a moins de moyens, parce que c'est ça ce dont se plaignent la majorité des communicants. Ils sont tout seuls à faire tout, donc évidemment c'est un peu frustrant, il faut faire des choix, que justement cette fonction de conseil est très difficile du coup à faire, et c'est l'école de l'humilité quand même. Vraiment. Je dirais simplement, les lignes bougent. Et il y a vraiment des enjeux pour les communicants internes de professionnalisation. La fonction publique territoriale, c'est près de 2 millions d'agents. Sur beaucoup de territoires, c'est souvent le premier employeur, et donc la communication interne est indispensable. Mais maintenant, donc, on retrouve Bernard Deljari. Bonjour. 2013, c'est vraiment l'année de l'intercommunalité. Lorsque les communes se regroupent entre elles, elles forment des communautés de communes, des communautés d'agglomération ou des communautés urbaines. Et ainsi, elles s'organisent ensemble pour construire et gérer des équipements et des services publics.
Les intercommunalités, c'est le niveau d'administration locale qui se développe actuellement. Les communautés gèrent de plus en plus d'équipements locaux, des équipements culturels, sportifs ou sociaux. Elles sont de plus en plus souvent responsables des politiques locales, de logement, d'urbanisme, de transport. Pour mieux gérer ces compétences importantes, toutes les communes sont appelées à rejoindre une communauté. Et beaucoup de communautés s'étendent pour disposer de moyens suffisants pour agir. Couvrant ces nouveaux territoires et assurant ces nouvelles compétences, les communautés vont devoir se faire mieux connaître de leurs habitants. Un effort de communication s'impose donc. Il est nécessaire de mieux informer les citoyens sur les projets des communautés pour mieux rendre compte des choix de gestion et de l'utilisation des budgets. Il faut aussi renforcer l'identité de ces territoires nouveaux pour promouvoir le développement économique et l'emploi. Ceux qui assurent aujourd'hui la communication dans les communes et dans les communautés sont mobilisés pour renforcer l'information de leurs habitants. Et en cette période de restriction des moyens publics, ils partagent de plus en plus souvent, au sein des communautés, leurs équipes et leurs outils de communication. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Jérôme. Et pour ceux qui veulent prolonger cet échange sur la communication interne, pour revoir le film Résonance et la production audiovisuelle de Paris, c'est sur www.paris.fr. Pour se tenir au courant de l'actualité de la communication publique et territoriale, c'est www.cap-com.org. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux territoires de com. Au revoir.